Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle émission de Génération Scanner. Alors si vous voulez vous instruire, vous divertir et vous questionner, vous êtes au bon endroit. Suivez-moi, c'est parti pour une heure avec Scanner. Alors, j'espère que tout le monde est bien installé parce qu'on va passer une heure ensemble. Alors nous, on est qui ? Ici, on est 4 jeunes de ce qu'on appelle la rédaction jeune chez Scanner. Alors Scanner, c'est vraiment un média d'expression par et pour les jeunes. Et donc, nous, on a une ASBL qui fait de la télé, de la radio, des podcasts, de l'écrit, bref, on fait plein de choses. Et notre objectif, c'est vraiment de porter la parole des jeunes. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui intéresse les jeunes, mais je ne vais pas vous dire tout de suite de quoi il s'agit. On va garder un peu la surprise. Je vais d'abord vous présenter les différentes personnes qui sont autour de la table. Ici, on a une équipe 100% féminine. On va commencer par une habituée maintenant. On va commencer par Romane. Romane, je vais te poser l'habituelle question qui a quelque chose à voir avec le thème, mais peut-être pas. Bref, j'en dis pas plus. La première question que je veux te poser, c'est quoi ta météo du jour ? Ma météo du jour, en vrai, hier je t'aurais dit un peu le brouillard parce que je suis un peu enrhumée tout ça, mais en vrai aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je suis contente d'être ici donc je vais dire grand soleil, allez. Ah, ça va alors, ça va être une chouette émission si c'est grand soleil. Je vais demander aux autres de la table ce qu'elles en pensent, donc on va demander par exemple à Clara. Clara, c'est quoi ta météo du jour aujourd'hui ? Moi, je vais répondre brouillard, parce que je suis en plein dans les allergies, et c'est un peu compliqué, le nez encombré, tout ça. Ah, je comprends. Les allergies, c'est pas toujours chouette, hein, franchement, mais ça va passer. Et je dis à toi, c'est quoi ta météo du jour aujourd'hui ? Moi je dirais le calme avant la tempête. J'ai mes examens demain, mais ça va aller. C'est pour ça, le calme avant. Ah oui, je comprends. Courage à tous les étudiants là qui sont encore en examen. C'est pas une période facile, mais tu vas voir, cette émission, elle va nous permettre de penser à autre chose. On va bien s'amuser. Mais donc, moi, aujourd'hui, je vous demande votre météo du jour, votre ressenti, parce qu'on va aborder comme sujet d'émission quelque chose qui est vraiment lié à ces ressentis. On va parler d'émotions aujourd'hui. Mais pour parler de ces émotions, c'est pas moi qui vais en parler parce que j'ai déjà pas mal parlé depuis ce début d'émission. Je vais laisser la parole à Clara. Clara, tu vas nous parler des émotions dans une séquence qui s'appelle le C'est quoi ? C'est à mon tour de prendre la parole. Donc, comme à mon habitude, je vais vous présenter le thème avec une petite vidéo introductive, toujours avec de l'humour. Je vous laisse regarder ça, on en parle après. Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on vit tous, mais qu'on comprend pas vraiment. Les émotions. Oui, tu sais ce truc où t'as envie de rire, de pleurer, de hurler, ou de partir en voyage à l'autre bout du monde en même temps. C'est à la fois automatique et physique. Par exemple, quand tu ressens de la peur, ton cœur s'accélère. Mais quand tu ressens de la joie, tu souris sans vraiment t'en rendre compte. À l'adolescence, c'est un vrai tourbillon. Ton cerveau se développe, ton corps change, et dans tout ça, tes émotions, elles essayent de trouver leur place. Tu peux passer de la joie à la colère en 30 secondes. C'est pas un bug, c'est ton système émotionnel qui apprend à fonctionner. Les émotions, elles nous informent, elles nous alertent, nous guident, et parfois nous envahissent. Pour que tu comprennes mieux, je vais te donner les 6 émotions principales. Joie, colère, peur, tristesse et même surprise. Je te rassure, elles sont toutes naturelles. On les retrouve chez tous les humains, dans toutes les cultures. Les émotions ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux précieux. Apprendre à les comprendre, c'est mieux se comprendre soi-même. Alors non, t'es pas trop sensible, t'es juste humain, et c'est déjà énorme. Maintenant que nous sommes tous au clair avec ce que c'est les émotions, j'ai une petite question pour vous. Vous étiez plutôt ado tourbillon ou ado calme ? Alors moi, je suis toujours adolescente, mais je suis une adolescente très tourbillon. Je suis très très sensible, je vais vivre mes émotions à fond. Je vais être triste, je vais être très triste, je vais être contente, je vais être très contente. Du coup, ouais, non, très très tourbillon. Vie à 1000 à l'heure. Ouais, exactement. Moi, je pense au contraire, j'étais plutôt calme. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression, Emma, tu me confirmeras, mais que nos parents ont vécu une période horrible quand on était adolescente, parce que nous, on est un peu plus âgés que vous quand même. Ça fait déjà un petit moment l'adolescence, mais je pense que par contre, comme tu disais, vivre un peu les émotions à 100 à l'heure, de quand t'es triste, t'es vraiment très triste, ou quand t'es joyeux, t'es vraiment super joyeux. Ça, je l'ai vécu, mais je pense que dans l'ensemble, j'avais en tout cas extérieurement plutôt l'air d'être calme, quoi.
Bah ouais, moi je suis assez d'accord avec Roman vu que on est jumelles, on est quand même assez semblables sur certains points. Et là, à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de l'adolescence, c'était un peu, comme tu dis, on était assez calme. Je sais même pas vraiment si on a fait une grosse crise d'adolescence, si on peut vraiment appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que moi, je pense que je suis hypersensible, donc c'est vrai que j'ai du mal à exprimer mes émotions, mais c'est vrai que un petit truc peut me toucher assez vite et tout ça. Donc, mais extérieurement, je crois que je suis une personne assez calme. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, peut-être un peu moins, mais quand j'étais ado, en tout cas, ouais, voilà, assez calme. Bah, c'est trop chouette. Moi, pour parler de moi, je suis un peu comme toi. C'est un peu vie à 1000 à l'heure. Je suis toujours à la recherche de faire plein de choses tout le temps. Et je ressens des émotions très fortes tout le temps, pareil. Que c'est trop chouette aussi. C'est peut-être un truc de fille, du coup, de C'est ressentir ça. très fort Non. les émotions. Non, je pense pas. Non, je connais des garçons qui sont aussi très 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 sensibles, mais pas dans le sens négatif, dans le sens où quand on a une émotion, on va la vivre plus fort. J'ai certains amis qui sont comme ça, mais c'est vrai que en le montrant, là, on le voit un peu, moi je trouve, chez les garçons, mais après, c'est pas non plus rentré. Genre, tout le monde vit ses émotions d'une façon différente. Est-ce que vous trouvez que vous êtes encore assez fort ado, Roman et moi, comme on le disait, plus trop, mais est-ce que vous trouvez que vous avez réussi de mieux en mieux à exprimer, montrer vos émotions, à les gérer, je veux dire, parce que les montrer, visiblement, vous les montriez quand même pas mal adolescents, mais vous trouvez que vous avez réussi à les gérer de mieux en mieux petit à petit ou Oui. pas spécialement? Oui, je trouve quand même, j'arrive de mieux en mieux à me dire, bon, il faut le bon moment pour les bonnes choses quand même. Et tu parlais d'émotions très fortes, etc. tout à l'heure. Moi, j'ai des amis qui, au contraire, sont hyper posés, hyper calmes, justement, de tension. Donc, franchement, c'est un peu qui tout double. Je pense pas qu'on peut dire c'est en fonction de nous parce qu'on est toutes des filles, mais c'est plus la personne et comment elle a vécu sa vie et son éducation, tout simplement. Ouais, je sais pas, Roman, toi, maintenant que tu n'es plus ado, si tu trouves que tu gères mieux tes émotions que quand tu étais ado, peut-être Peut-être qu'il y avait peut-être plus de choses que je comprenais moins et du coup qui me révoltaient peut-être plus, que maintenant j'essaye peut-être d'être plus posée, de prendre plus le temps d'analyser la situation avant de réagir. Peut-être que ça joue aussi sur mes émotions. Maintenant, je pense que quand on est une personne émotive ou quoi, ça reste quand même pour toute sa vie et que moi, un peu comme tu disais, moi, il y a des choses, parfois, ça peut paraître, tout le monde peut pleurer devant. Moi, je me dis, ça va, je maîtrise encore mes émotions. Et un tout petit truc que tout le monde pourrait trouver ridicule, tout d'un coup, ça peut me faire flancher. Enfin, je pense que c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun et que même si on grandit et qu'on arrive peut-être mieux à les maîtriser, c'est pas pour ça qu'on ressent pas que les émotions disparaissent, quoi, en tout cas. Ouais, non, c'est sûr que je pense qu'on apprend à les gérer, mais que les émotions, elles sont quand même toujours là. Mais justement, c'était super intéressant comme séquence pour vraiment introduire un peu sur ce qu'étaient vraiment les émotions. Mais on va quand même continuer aussi à creuser un peu dans ces émotions qu'on peut avoir. Et pour ça, on va passer à la prochaine séquence, qui est une séquence qui est faite par Roman, et c'est son fameux QCM. Alors oui, pour ceux qui suivent un peu l'émission et qui m'ont déjà vu être dans Génération Scanner, je fais souvent le QCM, donc vous devez peut-être le connaître. Mais pour réexpliquer aux autres, donc le concept, c'est que je vais vous poser une question et vous donner 3 possibilités de réponse. Et alors, vous allez devoir un peu discuter, réfléchir pour vous ce que c'est la bonne réponse, et après, on en discutera, quoi. Mais bon, bref. Pour commencer directement avec la première question, d'après vous, d'après une enquête menée par Ipsos pour Notre Avenir à tous en 2024, quel pourcentage de jeunes ferait l'objet d'une suspicion d'un trouble anxieux généralisé? Est-ce que pour vous, c'est plutôt 10% des jeunes, 25% des jeunes ou 33% des jeunes? C'est une bonne question. Mais après, je pense que 33, c'est énorme. Ce serait choquant qu'on en soit à ce point-là. Du coup, je pense que je vais partir du point de vue où j'ai espoir en l'humanité. Je vais dire 10%, mais ça me paraît quand même peu, mais j'ai espoir. T'as l'espoir. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord de l'autre côté du plateau? Moi, je suis un peu plus en entre-deux. J'ai l'impression qu'à toutes les émissions, je vais dire ça. Donc, je voterai plus pour le milieu, c'est 25%, je crois. Parce qu'on est quand même de plus en plus axé sur ça. Peut-être que les statistiques avant étaient plus basses, mais on n'en parlait pas autant que maintenant. Ouais, donc toi plutôt 25. Et moi, pour ne pas faire la même chose que mes deux comparses, moi je pense que 33, ce serait pas trop étonnant que ça. Franchement, je pense que le Covid et tout ça, notamment, ça a pu peut-être démultiplier ce sentiment de stress, d'anxiété. Donc
Moi, 33, ça me semble énorme parce que ce serait... euh, tu as dit que c'était des adolescents, c'est ça? Oui, c'est des ados, mais j'expliquerai ok. un peu juste Mais après. pour moi, qui, mais... un ado sur 3, ce serait beaucoup, mais ça m'étonnerait pas, malheureusement. Bah, heureusement pour nous, c'est quand même pas 33%. C'est Clara qui avait juste cette fois-ci, c'est 25%. Et donc justement, bah, tu te posais la question de quel type d'ado on parlait. Bah, c'est quand même ces 1000 jeunes qui ont été interrogés sur une période assez courte parce que ça a été fait entre le 22 novembre et le 6 décembre 2024, donc très peu de jours. Et c'est des ados, attention, de 11 à 15 ans. Donc c'est quand même frappant. Enfin, personnellement, moi je trouve ça frappant de voir le jeune âge des participants. Et on voit d'autant plus que dans la proportion, il y a 26% qui vont être de 11 à 14 ans, 26% des jeunes vont avoir 11 et 14 ans, et il va y avoir 22% de 15 ans. Donc on voit que 11 et 14, c'est encore les plus touchés par ce trouble anxieux généralisé. Et justement, pour vous donner un petit mot sur ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, trouble anxieux généralisé, c'est un type de trouble anxieux qui va être spécifique et qui va être caractérisé par une inquiétude sévère et excessive et continue, et qui peut avoir justement... des conséquences sur plein de parties de notre vie, sur plein d'aspects, que ce soit la santé, le travail, etc. Et ça peut aller jusqu'à avoir une influence sur notre qualité de vie et des symptômes plutôt physiques. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner des chiffres. Et avant de continuer un peu mon explication, je voulais savoir, à votre avis, c'est quoi pour vous les principaux motifs d'anxiété? Et après, je dirai plus précisément ce que c'est. Est-ce que, par exemple, Julia, toi, tu as une idée? Ça peut être quoi les principaux motifs? En vrai, je pense que, au vu de l'âge, je pense qu'il est vachement possible que ce soit l'école, le stress des tests, des examens par exemple. En fait, le stress en général de l'école, je pense que ça peut avoir un très très gros impact. Moi, sans AUA, j'ai été très 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 anxieuse au niveau, je visais toujours au plus haut, je voulais la réussite, mais après, ça me faisait du mal physiquement et mentalement. Du coup, je pense que l'école, c'est une des plus grandes raisons pour moi. Ouais, et justement, je me permets de pas vous poser la question parce que vraiment, c'est un des motifs vraiment qui est mis en avant, c'est l'école. Il y a aussi la formation dans le sens qu'on comprend pas trop ce qui se passe, il y a une incompréhension et il y a une angoisse de l'information qui nous parvient avec, que ce soit surtout au niveau de la violence faite aux enfants, l'état du monde, etc. Et bon, il y a aussi la période Covid qui a été un peu compliquée, etc. Donc, il y a aussi la politique. Enfin, il y a plein de choses, finalement, qui entrent en jeu. Mais l'école et tout ce qui est informatif avec ce qui se passe dans notre monde, c'est vraiment les choses très importantes. Et donc, je vous propose que, pour pas trop m'attarder sur cette question, on va un peu passer à une autre. Et donc, je vais vous demander un truc un peu plus scientifique. Quelles sont pour vous les principales régions du cerveau appliquées dans la gestion des émotions? Alors, attention, on a soit le lobe frontal et le lobe pariétal, soit le lobe pariétal et le lobe occipital, ou le lobe frontal et le lobe labique. Alors, est-ce que quelqu'un s'y connaît bien et aurait une petite idée? Ouh là 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 là. Clara, je sens qu'elle a envie de dire quelque chose. Je suis censée le savoir parce qu'on nous apprend ça en cours de psycho, mais j'avoue que je vais un peu taper au hasard pour cette question-là. Je dirais le lobe frontal et le deuxième mot un peu scientifique qui est après. Le lobe occipital, il y avait aussi. Alors, je sais pas si d'autres ont de meilleures pistes ou alors si je dévoile la réponse pour éviter de rentrer trop dans des explications. Moi, je dois avouer que les différentes zones du cerveau, c'est assez obscur pour moi. Ça va, donc je pense que à part taper dans le tas... Je vous dis aussi, on va dévoiler direct. Alors c'était le lobe frontal et le lobe labique. Donc tu y étais presque, il y avait un des deux, mais c'était pas tout à fait ça. Et donc juste pour expliquer un peu, le lobe pariétal que j'ai expliqué, c'était un peu tout ce qui est à voir avec la perception sensorielle, donc le toucher, la douleur, etc. C'était tout ce qui est avec la conscience de l'espace, etc. Bref. Et l'occipital, c'est plus en lien avec la reconnaissance des couleurs, des images, la création de souvenirs, etc. Donc pas vraiment à voir avec les émotions. Et donc ce qui nous intéressait ici, c'était le lobe frontal et labique. Donc le lobe frontal, à l'adolescence, il va être immature et sa fonction, ça va être de justement... c'est un rôle d'autorégulation, c'est de réguler les émotions, tandis que le rôle labique, lui, il va être en surexcitation à l'adolescence, et lui, c'est justement reconnaître et ressentir les émotions. Et le fait que ces deux lobes, finalement, ils évoluent pas de la même manière et ils se développent pas en même temps, ça va créer justement le fait que l'adolescent, il sait pas trop maîtriser et il a un excès d'émotions sans savoir vraiment les gérer. Et justement, ce que tu disais aussi dans ta petite vidéo, Clara, c'est qu'il faut savoir que le cerveau des adolescents, il est en grand chantier justement pendant cette période de l'adolescence et qu'il finit d'être vraiment mature, si je puis dire, vers 25 ans, la vingtaine, 25 ans. Et donc, c'est pour ça que tout ne se construit pas de manière homogène et c'est ça qui fait que finalement, on est un peu déréglé. Est-ce que vous aviez déjà entendu cette info avec le cerveau de l'adolescence ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Non?
Non, vraiment. Ouais, c'est vrai que je savais que le cerveau était en construction, si je puis dire, jusque 25 ans, mais je ne savais pas que nos émotions étaient à ce point-là, peut-être, je ne sais pas si irrégulières, c'est le bon terme, mais qu'elles pouvaient autant ne pas être encore bien fixes jusqu'à 25 ans. Moi, j'aurais misé jusque plus jeune, justement avec la crise d'adolescence et tout ça, j'aurais peut-être dit que ça c'était un peu, voilà, mais 25 ans, ça me semble tard quand même. Je veux dire, ça veut dire que même nous, qui ne sommes plus toutes jeunes, on est encore avec nos cerveaux en construction au niveau des émotions. Donc. C'est ça, et justement, ça montre aussi du coup que ressentir les émotions, c'est encore compliqué, qu'il faut justement apprendre à les exprimer de manière optimale. Mais je propose qu'on va passer du coup à la toute dernière question, comme ça on avance un peu. Et donc la dernière question, c'est quels sont pour vous les 3 types d'émotions, donc là on a déjà un peu parlé, mais les 3 types d'émotions décrits par le médecin et professeur en neurosciences Antonio Damasio. Soit les émotions primaires, sociales et d'arrière-plan, soit les émotions primaires, relationnelles et passagères, ou les émotions primaires, identitaires et invisibles. Est-ce que Julia, toi, t'as une idée entre ces 3 propositions? Je pense que la plus plausible serait la une. La une avec primaire, social et arrière-plan? Oui, parce que tout simplement, primaire, c'est celle de base. Sociale, c'est celle qu'on développe quand on est avec d'autres personnes. Et arrière-plan, ce serait celle un peu plus... voilà, quoi. Pas trop d'explications. Ça, c'est déjà très bien. Emma et Clara? Je crois que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Julia. J'hésitais pour le dernier type avec les invisibles, c'est ça, les dernières? Il y avait, oui, primaire, identitaire ou invisible. Je vois pas trop ce que ça pourrait bien être que les invisibles, mais je pense que je partirais sur la même réponse quand même que Julia. Je ne sais pas non plus ce que veut dire arrière-plan, c'est ça? Oui, arrière-plan. Je ne sais pas non plus trop ce que ça voudrait dire, mais je pense que je rejoindrais Julia dans cette question-là, moi. Clara, toi, tu penses aussi ou tu penses que j'ai inventé des termes? Moi, je vole les mots de la bouche d'Emma. Je vais dire la dernière, parce que les émotions invisibles, ça existe et j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est la plus plausible. Et cette fois-ci, c'est toi qui as faux, Clara. Là, on peut pas réussir à tous les coups. Et donc, c'était bien celle avec primaire, social et arrière-plan. Alors, je sais pas si j'ai encore le temps d'expliquer quelques petites secondes. Mais donc, juste pour expliquer qui est Antonio Damasio, je vais y arriver. C'est donc un médecin, professeur en neurosciences et directeur du Brain and Creativity Institute à l'Université de Californie à Los Angeles. Et donc, c'est lui qui a mis en place cette catégorisation, on va dire, des émotions. C'est lui, en tout cas, qui la promeut. Et donc, il dit que les émotions primaires, c'est celles que Clara disait avec les émotions de base, finalement, la joie, tristesse, colère, peur, dégoût et surprise. Et il y a aussi les émotions sociales qui vont être très, très importantes à l'adolescence parce que justement, elles vont avoir un rôle à jouer dans le développement, dans les relations et dans le comportement, l'identité du jeune. Et donc, on peut retrouver comme émotion, je regarde ma petite fiche, donc il y a par exemple l'envie, le mépris, la sympathie, la culpabilité, la honte, le respect. C'est toutes les émotions qu'on peut ressentir vis-à-vis des autres. Et donc, elle va avoir tendance ces émotions, elles font que le jeune va avoir tendance à se comparer aux autres. Et elles vont aussi être fortement influencées par notre environnement, que ce soit nos parents, oui, ça peut être nos parents, etc. Et un fun fact intéressant par rapport à ces émotions, c'est qu'elles ne vont pas être observées que chez les humains. On peut aussi, par exemple, retrouver ce type d'émotions chez les animaux. Donc, le petit fun fact du jour. Et enfin, les plus énigmatiques, les émotions d'arrière-plan, ça va être les émotions qui vont être le moins visibles et qui vont être issues vraiment de notre état intérieur. Et elles vont être beaucoup plus passagères, elles vont durer beaucoup moins longtemps. Et ça va vraiment dépendre, ça va être un lien, on va dire, entre nos besoins internes et nos situations externes. Donc voilà, j'ai amené beaucoup d'infos. Je ne sais pas si j'ai encore l'occasion de continuer ou pas, ou alors si j'ai l'occasion d'avoir un peu une petite réaction de votre part. Moi, j'aimerais bien réagir. Je trouve quand même, c'est peut-être moi qui ai oublié, vu ma vieillesse, mais j'ai pas l'impression qu'à l'école, en secondaire, on m'ait parlé qu'il y avait différents types d'émotions, comme ça. Peut-être toi, psycho, un petit peu, mais je trouve ça intéressant quand même de se rendre compte qu'il y a différents types d'émotions, que c'est pas les mêmes choses qui interviennent. Je trouve que ça peut permettre peut-être à l'ado aussi de se rendre compte un peu de comment il fonctionne, et je trouve que c'est dommage que, en tout cas moi, pour n'avoir jamais eu de psycho, et toi, je ne sais pas, je vous dis si t'en as eu, mais je trouve ça dommage que on nous apprenne pas ça, en fait, simplement. Il y a plein de cours que j'ai dans mon option qui, je me dis, mais ce serait essentiel de les avoir. Je pense à formation sociale et économique, c'est hyper important de savoir gérer, par exemple, un compte en banque, mais je m'éloigne un peu du sujet, on va retourner sur psycho. C'est mon option depuis la deuxième, et j'ai appris tellement de choses hyper importantes sur l'humain et son fonctionnement, que je me dis,
c'est grave chouette. Enfin, pourquoi est-ce que même 1 heure sur la semaine, je pense que ça pourrait quand même être pertinent à l'école d'apprendre ça, rien que pour mieux se connaître soi-même et se comprendre entre nous. Oui, c'est ça. Est-ce que justement, vous pensez qu'en sachant tous ces trucs, par exemple, un peu les zones du cerveau ou alors justement les différentes émotions, ça permettrait justement de mieux comprendre comment les gérer et comment les appréhender pour vous? Bah, pour Ou moi, à c'est quand partir du même, moment où tu comprends quelque chose, t'as plus facile à essayer peut-être de changer ça. Je veux dire, si tu as des problèmes de gestion des émotions, à mon avis, à partir du moment où tu arrives à peu près comprendre comment ça fonctionne, ça peut te permettre d'essayer de peut-être voir comment t'améliorer à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça pourrait être intéressant, oui. Mais je sais pas, les autres, ce qu'elles T'es en d'accord pensent. avec ça, toi, je veux dire? Moi, pas trop, pas réellement. Parce que c'est pas parce qu'on sait d'où elles viennent, on sait comment qu'on va réussir à les gérer. Oui, Quoi. oui. Ça, c'est un autre travail qu'il faut faire sur soi-même, ou parfois avec l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre, sûr. ça dépend. Mais est-ce que ça m'aiderait? Je pense pas, mais c'est super intéressant à savoir quand même. Bah, je pense que ça fait partie du processus d'aide, de comprendre pourquoi est-ce que ça existe et pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Et comme tu disais, c'est parfois plus profond que Oui, ça. non, c'est et sûr. être aidé, parfois, c'est la meilleure chose. Est-ce que toi, t'en penses quoi, Roman, par exemple? Je trouve que moi, personnellement, je trouve que savoir vraiment que, entre guillemets, pour les adolescents qui se poseraient la question de pourquoi moi je ressens les émotions si fort et tout, avoir un peu des notions un peu plus scientifiques, un peu des petites infos, genre il y a plusieurs émotions où ça vient de telle zone du cerveau et tout, ça peut peut-être aider à comprendre justement que ce qu'on vit c'est normal et que finalement on n'est pas seul à le vivre et que moi je trouve quand même que ça peut avoir un lien et ça peut peut-être aider un peu justement à prendre conscience et peut-être pas gérer parce que comme vous dites, gérer ses émotions, comme on le disait quand on est adolescent c'est compliqué aussi parce qu'il y a plein de choses qui se forment en même temps dans notre corps, etc. Mais je veux dire, je trouve que ça peut quand même aider d'une certaine façon et permettre en tout cas de prendre conscience de pourquoi on est comme ça, quoi. Je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va passer à la séquence suivante. Alors, donc, on a eu une petite vidéo avec Clara, on a eu le fameux QCM de Roman, et maintenant, on va repasser à une petite vidéo avec la séquence qui a été faite par Victoria et Alexandrin. On va passer à la séquence dans la rue. Salut la team! Montrer ce qu'on ressent, c'est pas toujours facile, surtout quand on est jeune. Alors on s'est dit, pourquoi pas vous demander directement? Est-ce que c'est galère de montrer ses émotions? Et comment vous faites pour les gérer? Allons demander tout cela maintenant. Est-ce que c'est compliqué de montrer ses émotions en tant que jeune? Quand même, oui. Moi je pense que oui. Pour ma part, je crois que c'est un peu compliqué. En tant que jeune, je ne sais pas, je peux pas vraiment donner une réponse généralisée. Moi, je sais que j'ai du mal, mais en même temps, je sais faire la part des choses entre ce qui a besoin d'être montré, besoin de ne pas être montré. Je pense savoir faire la part des choses. Déjà, par rapport au Covid, je crois que ça a déjà fait beaucoup de problèmes. Les gens se sont renfermés beaucoup sur eux. Et c'est compliqué de trouver des solutions durables pour exprimer ses émotions. J'ai l'impression que c'est plus, on n'est plus ok pour les émotions maintenant, mais genre entre nous. Genre c'est plus ok d'aller voir des psys, c'est plus ok de parler entre nous de nos problèmes, mais genre pas de commencer à chialer à une fête, genre ça serait très très bizarre. Du fait de peut-être se sentir jugé par les autres de notre même âge, et aussi parce que j'ai surtout du mal à montrer comment je me sens à d'autres personnes. Je trouve qu'il y a quand même une évolution. Ouais. Parce qu'avant, je trouve que les parents étaient fort renfermés. Moi je prends mon vécu et ma maman par exemple c'est fort ouverte et du coup je trouve qu'il y a quand même vachement une évolution quand même quoi, ça se voit voilà, que parfois les adultes même à l'école et tout parfois il y a des trucs qui se font pour les jeunes en secondaire et tout donc il y a quand même une petite évolution quoi. Et comment gérez-vous vos émotions? Moi, je pense savoir les gérer correctement. C'est compliqué, je pense qu'il faut aller voir des bonnes personnes, s'entourer beaucoup et aller voir des personnes compétentes. J'ai envie de dire que ça dépend un peu des émotions qui sont ressenties pour le moment. Moi je pense que quand il y a une passe difficile ou quoi, on essaie de faire des choses pour passer au-dessus, de prendre du temps pour soi, de s'accorder du temps pour ressentir ses propres émotions aussi, parce que ça aussi c'est important de pouvoir se laisser aller à un moment donné. Et donc oui, quand ça va pas trop, faire des choses pour soi et tout ça, parler avec des amis, ça peut toujours faire du bien et tout. Moi perso, j'aime bien faire du sport pour me défouler, me changer les idées, etc. Je sais qu'il y en a, c'est juste par exemple en scrollant sur TikTok, ça peut être débile, mais juste pour se changer les idées comme ça. Comme on vient de voir, chacun a sa façon de gérer ses émotions. Et c'est pas toujours évident de les montrer. Et vous, qu'en pensez-vous la team? À la prochaine! Alors, on dit un grand merci à Alexandra et Victoria qui ont fait cette petite vidéo. Elles sont des habituées maintenant pour cette petite séquence, donc on leur fait un petit coucou de loin.
Et donc, moi, maintenant qu'on a vu cette petite vidéo qui montre, qui questionne notamment sur est-ce qu'on montre ou pas nos émotions, j'aimerais bien avoir votre ressenti global sur la vidéo, si vous avez retenu quelque chose de particulier, puis je vous poserai quelques petites questions. Moi, je pense que, en général, tout le monde ressentait ses émotions, oui, logique, mais que il gérait pas très très bien, mais quand même, il y avait une évolution comparée à avant. Maintenant, il y a pas mal de tactiques pour gérer ses émotions. Il y avait quelqu'un qui faisait du sport, etc. Donc, ce que je retiens, c'est que même s'il y a toujours des difficultés, il y a quand même de l'évolution. C'est le plus important. Je sais pas si Clara, Romane, vous avez quelque chose qui est ressorti de la vidéo pour vous? Moi, je retiens qu'on a tous une manière différente de gérer ses propres émotions, ses angoisses ou autre chose. Hein. Franchement, chacun ressent ce qu'il ressent. Donc, comme tu disais, il y a le sport, l'écriture avec Scanner. Il y a plein de moyens de les gérer et je vois bien que ça rentre dans la vidéo que c'est le cas, quoi. Romane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En fait, j'avoue que j'allais pas être très très originale et j'allais dire exactement la même chose que Clara. J'allais dire que j'avais été étonnée de voir finalement que tout le monde avait sa petite astuce, trouvait son moyen de gérer et que parfois moi j'avais même pas pensé à certaines petites pratiques ou certaines ouh là là, ou alors certaines petites astuces pour faire par exemple faire du sport et tout. Enfin, c'est vrai qu'on voit que chacun finalement a sa propre manière de gérer ses émotions et c'est super intéressant de se dire que finalement tout le monde est unique. Enfin, c'est logique que tout le monde est unique, mais que finalement on arrive tous à nous connaître suffisamment pour savoir comment gérer nos émotions. Et justement, vous trouvez que c'est facile d'oser montrer ses émotions? Non, c'est pas facile. Parce que ça dépend du contexte et du lieu et des personnes avec qui on est, tout simplement. Si on est avec des amis très proches, oui, là, on peut se montrer un peu plus transparent dans nos émotions, mais je me vois pas aux ardentes ou dans un lieu public à commencer à pas me sentir bien et à le montrer explicitement. Donc, je pense même c'est humain de le cacher et essayer, en tout cas, tant bien que mal, de cacher ce qu'on ressent pour pas juste se montrer à la foule qu'on n'est pas bien. Jodia, toi aussi, tu trouves que c'est plus facile de cacher ses émotions que de les montrer? Ça dépend des moments, du contexte, etc., de l'émotion qu'on ressent. Parfois, c'est facile de cacher, parfois, c'est même une bonne idée, une bonne solution. Mais parfois, il ne faut pas non plus cacher, parce que sinon, ça peut juste nous causer peut-être plus de problèmes, etc. Donc, oui, mais non. Moi, paradoxalement, je trouve que il y a quand même quelque chose, c'est peut-être juste un peu moi qui ai ce rêve que finalement on va de mieux en mieux dans notre société, mais moi j'ai l'impression justement que les jeunes, on a plus facile quand même à exprimer, par exemple, si on va pas bien, on est peut-être moins à dire oui, non, ça va, tout va bien et tout, on est peut-être dire en fait ça va, mais j'ai pas eu une bonne journée parce que machin, et exprimer peut-être plus facilement quand même nos émotions, et que finalement peut-être que à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, ça se faisait peut-être moins, mais je trouve que on ose par exemple plus facilement dire oui, moi je vais voir un psy, etc. Et que finalement c'est moins tabou. Donc je trouve qu'effectivement, même dans la vidéo, on a aussi l'impression que finalement on montre pas non plus encore énormément nos émotions quand on est jeune, mais je trouve que la parole se libère quand même et qu'il y a des tabous qui disparaissent quand même un peu. C'est beaucoup plus décomplexé Voilà. qu'avant. Moi je pense à la génération de mes parents, voire grands-parents. C'est pas un sujet où on disait comment tu vas, si tu répondais ça va pas trop, Oui, c'était un peu la personne bizarre du groupe qui oulala elle montre ses émotions, qu'est-ce qui se passe. C'est beaucoup plus décomplexé comme tu disais. Oui, et puis justement avant c'était presque, tu t'attendais tellement pas à recevoir non ça va pas que finalement ça devenait presque gênant l'interaction parce que tu savais pas comment réagir et t'étais genre ah mince, pour moi c'était tellement normal qu'elle allait dire ah ça va et que finalement c'était juste une façade. Je trouve que ça c'est intéressant aussi, quoi. Et c'est facile justement de recevoir non ça va pas? Vous trouvez de la part d'un ami ou quoi? Faut avoir les épaules quand même. Oui. Pour aider quelqu'un, il faut avoir les épaules. Moi, je sais que j'ai souvent tendance à renvoyer vers quelqu'un de plus compétent que moi. Après, ça dépend de la situation. Si c'est un chagrin d'amour, c'est plus facile à gérer qu'une dépression ou pire. Hein. Donc, faut savoir, pour avoir les épaules et faire la balance entre est-ce que je sais gérer ou pas, et pas sans que ça nous affecte nous-mêmes. Et justement, comment est-ce que, par exemple, toi, Joudia, comment est-ce que tu gères tes émotions? C'est quoi ce qu'il y a eu? C'est vrai que dans la vidéo, on parlait de plein de façons de le faire. Il y en avait certains, c'était le sport, si je m'abuse, tout ça. Et toi, tu gères comment tes émotions? T'as peut-être aucune technique et tu les gères naturellement, hein, mais je sais pas si t'as des petits tips ou quoi. Alors, moi, ça dépend encore une fois énormément. En général, je pense que j'écris énormément. Ça me permet de libérer, de mettre sur papier ce que je pense. Et du coup, ça m'aide énormément. Parfois, il faut bien pleurer aussi. C'est sûr.
Ça m'est arrivé très récemment. J'ai eu malheureusement mon premier échec à l'école. Je l'ai un peu mal pris, j'ai pleuré. Puis après, j'ai fait quoi? Je me suis directement remis j'ai été travailler, j'ai pris des profs particuliers. Donc, je pense que chacun a un peu sa façon. Mais alors, des tips, moi, je dirais quand même l'écriture. Ouais, c'est quelque chose, je trouve, qui est très intéressant et important. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas que ça les aide. Moi, c'est vraiment par hasard. Je m'ennuyais, j'ai écrit. En fait, je me dis, mais non, en fait, ça sert. Parler, c'est très, très important. Avoir un entourage de confiance, avoir une personne à qui parler, c'est très, très, très important. Ouais, c'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à préférer garder pour nous, mais c'est vrai qu'on peut voir que parler, c'est quand même quelque chose qui est vraiment super bénéfique. Donc, on encourage tous les gens qui nous regardent, que ce soit les jeunes ou les personnes un peu plus âgées, de bien sûr en parler si ça va pas, parce que tout garder en soi, c'est pas toujours bon. Donc, voilà. Mais on va passer maintenant à la prochaine petite séquence. Donc, c'est la séquence justement de Joudia. Donc, maintenant, on va passer à cette séquence qui est le d'accord, pas d'accord. Bon, c'est à mon tour de prendre la parole. C'est la deuxième fois que je fais une séquence et encore une fois, j'ai la séquence du d'accord, pas d'accord. Donc, je vais vous faire un rapide rappel de la séquence. Donc, je vais vous donner 2 affirmations et vous allez devoir me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et par la suite, on en discutera tous ensemble. On entend souvent dire que... Dans la société actuelle, on entend souvent dire qu'il y a des émotions positives et négatives. Donc, dans les positives, on aurait la joie, la sérénité. Et dans les négatives, on aurait par exemple la peur, la tristesse, la colère. Et donc, je me suis intéressée à ça. J'ai fait quelques petites recherches, mais je n'ai pas réellement trouvé d'études scientifiques qui théorisaient ça. Mais à chaque fois que je faisais des recherches, on catégorisait toujours les émotions en positives ou négatives. Donc moi, j'aimerais vous demander, les émotions, ce soit positives ou négatives, d'accord ou pas d'accord? Moi, c'est vrai que de prime abord, j'aurais eu tendance à dire quand même d'accord, mais je pense qu'effectivement, aussi le fait de poser la question, ça remet un peu en perspective l'idée que j'avais, parce que je me dis effectivement, il y a des émotions qui peuvent peut-être être plus complexes, qui peuvent être au départ négatives, mais nous apporter du positif, ou alors justement, à chercher trop le positif, ça peut nous apporter du négatif. Donc, je pense qu'effectivement, comme le fait de poser la question, ça montre qu'il y a quelque chose de plus complexe, pardon. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'aurais eu tendance à dire quand même que, par exemple, la tristesse et la colère, je pense que j'aurais plus tendance à dire spontanément, oui, ça c'est négatif, quoi. Okay. Donc j'aurais plutôt dit d'accord au départ, mais... Okay. Moi, je suis plus team pas d'accord. Moi, directement, j'ai pas eu d'hésitation sur mon choix. Parce que, comme tu le disais, la colère, ça peut parfois être bénéfique et permettre de remettre une situation en cause et d'y réfléchir, de se dire, mince, si ça me met en colère, c'est pour une bonne raison. Puis ça peut créer des discussions, etc. La tristesse, on peut se remettre en question et tout ça. Tandis que, une joie trop excessive, on peut vite prendre beaucoup de place dans la conversation en disant j'ai vécu une situation qui m'a archi rendue heureuse, j'ai besoin d'en parler, etc. Et là, on se rend compte que on n'a pas laissé la parole à tout le monde. Donc c'est vraiment une balance, encore une fois. Oui, c'est peut-être un dosage, comme tu dis, justement, de si c'est dans l'excès, finalement, ça peut aussi se renverser et devenir négatif, ou alors, ouais. C'est vrai que moi, de premier abord, j'aurais aussi dit, comme Romane, comme quoi qu'il y avait des émotions positives et négatives. Mais c'est vrai que j'allais justement dire aussi que pour moi, quand il y a un excès d'émotions, que ce soit positive ou négative, si on fait cette distinction, pour moi, c'est pas bon non plus. Comme tu disais, la joie, trop de joie ou vouloir tout le temps rechercher de la joie, pour moi, c'est peut-être pas forcément quelque chose de bien. Mais pour moi, c'est vrai que la colère, c'est quand même si c'est bien de l'exprimer parfois, sans taper sur quelqu'un, bien sûr. Même si pour moi, c'est bien parfois de l'exprimer, moi, je la catégoriserais quand même comme quelque chose d'assez négatif. Donc, moi, je dirais qu'il y a quand même une distinction qui peut se faire, même si, à mon avis, les émotions ne sont pas étanches. La frontière n'est pas étanche entre ces émotions. Et même si vous y avez un petit peu répondu, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours rechercher à ressentir des émotions positives et plutôt fuir les négatives? Moi, je pense pas, parce que justement, je me pose la question, tu vois, est-ce que finalement, à tout le temps vouloir être... c'est un peu horrible de dire ça, mais à vouloir tout le temps être heureux, joyeux et tout, est-ce que finalement on passe pas notre vie à finalement... tu vois, par exemple, si tu cherches tout le temps à être joyeux et heureux, si à un moment tu as un moment de tristesse, est-ce que justement tu vas pas voir ça comme un gros échec et vraiment être super bad, alors que finalement, accepter le fait que c'est fluctuant, qu'on a des moments dans notre vie où on va être super heureux et d'autres où ça va être un peu plus compliqué, tout ça, je trouve que c'est pas plus mal de se dire finalement qu'on ne sera pas tout le temps
heureux toute notre vie et que finalement il faut l'accepter et que justement on profite d'autant plus quand on est heureux et qu'on a été un peu plus malheureux, si je peux dire. Enfin, c'est un peu, je sais pas si c'est très clair le fil de ma pensée, mais c'est pour dire que finalement le fait que ce soit pas tout le temps stable, bah alors on accueille plus facilement si c'est des émotions positives ou négatives, pour moi en tout cas. Et moi, je me demande s'il n'y a pas certaines personnes, par exemple, après une rupture, qui ont justement envie d'écouter des chansons tristes et de pleurer un bon coup, justement, alors que on pourrait se dire, bah, elles ont juste envie de se changer les idées et ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes où, quand t'es, par exemple, une rupture ou quelque chose comme ça, t'as juste envie de pleurer pendant des heures en écoutant ou en regardant des films super tristes, histoire de bien pleurer encore plus. Et comme dit Roman, je suis pas sûre que tout le temps rechercher le positif, ça crée pas un objectif un peu inatteignable. Donc, pour moi, il y a des gens qui, je veux dire, je pense les gens ne sont pas maso, je pense, à vouloir s'énerver tout le temps ou pleurer toute la journée, mais je veux dire, pour moi, il y a parfois, il n'y a pas toujours cette recherche obligatoire du bonheur et des émotions positives. Et comme tu dis, c'est naturel finalement de devoir pleurer, de devoir être en colère et tout ça. C'est ça qui fait qu'on est humain aussi, quoi. Si finalement on était tout le temps heureux et jamais avoir de vagues, finalement, est-ce que ce serait pas un peu ennuyant finalement la vie? Il n'y a plus de réaction, ok. Donc on vient de parler des émotions qu'on ressentait, mais moi j'aimerais aussi parler des émotions qu'on voit. Donc aux États-Unis, le taux de suicide a augmenté de 31% sur les 2 dernières décennies. Oui. Et les réseaux sociaux en seraient la cause, entre autres, il n'y a pas que ça. Mais les gens se comparaient énormément à l'idéal parfait que l'on voit sur les réseaux sociaux, donc toujours souriant, toujours l'idéal parfait. Et donc, je voulais donc vous demander, sourire veut forcément dire qu'on va bien. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Il y a une maladie un trouble qui s'appelle la dépression souriante. Et justement, c'est le principe, c'est sourire. Et c'est plus compliqué à vivre parce que t'as une personne en face de toi qui justement sourit tout le temps. Et au final, au fond d'elle, c'est un vrai tourbillon, comme je disais dans ma vidéo tout à l'heure. Elle se sent pas bien, vide ou justement extérieure à ce qui se passe. C'est là que ça rend la chose plus compliquée, mais je pense pas qu'on peut dire mon ami il va super bien en ce moment, il sourit tout le temps. On peut pas se fier seulement à ça et aller plus profondément dans la question. Ah, c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette dépression souriante, c'est ça? Oui, c'est ça. De cette dépression souriante, et c'est vrai que le nombre de fois où tu vas pas bien et tu peux sourire parce que c'est bien d'avoir l'air joyeux tout le temps, c'est vrai que je pense pas avoir été dans une dépression souriante en tant que telle, mais je comprends l'idée de sourire même quand ça va pas, donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir que ça a été reconnu en tant que tel comme étant quelque chose qui existe, quoi. Ah oui, moi, si je dois faire une petite réaction aussi, je trouve que c'est peut-être aussi, un peu comme on en parlait avant, la société qui nous dit finalement il faut tout le temps être joyeux, et d'où cette dépression souriante, et d'où le fait que justement sourire, alors qu'on est malheureux, ça existe. Et je pense que finalement on est beaucoup à le faire, mais peut-être si on essayait de montrer plus nos émotions à l'extérieur et aux autres, même si c'est très complexe et que on oblige, c'est pas du tout une obligation, quoi. Chacun fait ce qu'il veut et c'est son libre choix, mais peut-être que on aurait cette idéologie comme quoi il faut toujours être heureux qui se modifierait un petit peu, quoi. Je pense que c'est aussi un peu inconscient de sourire tout le temps, etc. Le sourire, on peut le contrôler autant que notre cerveau il envoie un signal, pouf, souris. Et ça se fait comme ça. Ouais, on peut pas dire que on le contrôle. Et oui, non. C'est un choix. Non, c'est clair. Et Clara, tant que tu parlais, j'avais juste une petite question. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux influencent énormément le fait qu'il y a cet idéal du sourire? Oui, à fond. Les réseaux sociaux, c'est un mélange d'informations et de comparaisons, comme tu le disais dans ton anecdote sur les États-Unis. C'est hyper malsain parce qu'il y a ce truc d'algorithme où bizarrement tu vas être triste, tu vas avoir des vidéos tristes sur TikTok, ou au contraire tu vas être joyeux, tu vas avoir plein de trucs hyper drôles. Moi je pense que ça devrait être l'inverse, c'est malheureux, mais bon c'est pas grave. Les réseaux sociaux ils influent complètement parce que on va se retrouver sur notre téléphone parfois pas super en forme, on va se dire purée, en fait tout le monde est comme ça, à quoi bon essayer d'être heureux si mon algorithme me montre qu'il n'y a rien qui va dans le monde, alors qu'au fond, il y a plein de choses qui sont super chouettes et le monde évolue par rapport à la santé mentale et c'est trop bien. Et vous trouvez justement que sur les réseaux, on voit des personnes qui ressortent de toutes les émotions, ou on voit que des personnes qui sont en mode trop chouette, j'ai une vie de rêve, nanani, nanana. Vous trouvez qu'on voit quand même
qu'on voit quand même des personnes aussi qui pleurent sur les réseaux ou tout ça, des influenceurs ou influenceuses ou quoi. Vous trouvez qu'il y a tout quand même sur les réseaux? Ah, moi, je trouve que oui. Ouais. Sincèrement, oui. Et même, je trouve que les réseaux sociaux, dans un sens, ont apporté quelque chose de super bien parce qu'on a beaucoup de sensibilisation. Il y a des personnes qui ont certains troubles qui vont en parler en vidéo. Je pense qu'il y a le trouble dissociatif de l'identité, etc. C'est des trucs super intéressants dont on n'entend pas forcément parler comme ça. Et ça nous permet d'apprendre sans réellement juger. Parce que si on croise quelqu'un dans la rue qui a ça et qu'on n'est pas sensibilisé, peut-être qu'on va regarder bizarrement, etc. Alors que là, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une explication. Je trouve que c'est super intéressant. C'est libérateur de parole, complètement. Je sais que c'est chouette, quoi, parce que moi, parfois, j'ai l'impression que quand tu scrolles sur les réseaux, tu vois que des personnes qui sont à Miami en bikini en train de vivre leur meilleure vie, alors que toi, t'es en train de faire tes examens et t'es un peu là en mode... c'est déprimant, quoi. Donc, c'est cool qu'il y ait des personnes qui puissent montrer aussi quand ça va pas et que c'est pas juste la vie super belle des réseaux, quoi. Je sais pas si toi, Romane, tu connais aussi des personnes ou si t'as déjà vu aussi ou... Moi, les réseaux sociaux, je connais pas des masses. Je crois que je suis un peu à la traîne par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même déjà vu passer des personnes qui montraient justement un peu la vie qu'on vit tous les jours, où finalement, il y a des moments t'es triste, il y a des moments t'es heureux et tout. Et donc, je pense que, comme vous le disiez déjà, ça a déjà été un peu dit, mais c'est important de montrer aussi qu'on n'est pas toujours heureux. Et donc, de voir quelqu'un qui pleure, il faut pas que ce soit dans l'excès, parce que comme tu disais, Clara, si t'es malheureux et qu'on n'arrête pas de t'envoyer des vidéos de personnes qui pleurent, je suis pas sûre que ce soit la meilleure option non plus pour te sortir un peu de ta tristesse, mais je pense que avoir quand même par moment un peu... voir justement que ça existe aussi et que finalement même les stars, entre guillemets, ou les personnalités célèbres, elles sont pas toujours heureuses et qu'elles vivent aussi des difficultés, je pense que c'est aussi important pour montrer l'exemple, quoi. Donc, en conclusion, on est bien d'accord qu'on voit des gens tristes sur les réseaux sociaux, mais du coup, je me demandais aussi pourquoi est-ce qu'on a tendance à cacher le fait qu'on va pas bien? Je sais pas. Moi, je pense que c'est vrai qu'on parlait tantôt que c'était peut-être plus facile de recevoir ça va pas, mais moi, je sais pas si tous mes proches seraient capables. Je veux dire, mes plus proches, je pense que si, mais je veux dire, des personnes que je connais bien, qui sont des potes ou des amis à voir, mais je sais pas si parfois, si je leur dis non, ça va pas du tout, si les personnes ils vont être là, comment est-ce qu'on réagit? Et je pense que parfois c'est plus facile de ne pas se retrouver face au regard de qu'est-ce que je dois faire pour l'aider et de se dire moi je dis que ça va, comme ça les autres n'ont pas à se demander quoi faire et à se dire que t'es la personne relou de la bande ou quoi qui est tout le temps dans le bad ou quoi, ou même qui a un moment un peu moins bien. Donc je pense que les gens aiment voir le positif aussi parce que comme on disait, la vie, la société nous impose un peu presque d'être heureux tout le temps. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est plus facile de montrer quand c'est... de faire en sorte qu'on montre que tout va bien, même si au fond ça va pas trop. Donc pour moi c'est surtout ça qui fait qu'on n'exprime pas forcément... c'est différent quand on parle à des psys ou quoi, là bien sûr c'est le but. L'objectif est qu'on parle de ce qui ne va pas. Mais je pense que moi c'est surtout ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas prêtes à recevoir le ça va pas dans la figure. Et je pense que justement ça peut être méga lourd et que limite il peut peut-être parfois y avoir chez certaines personnes une distance qui se crée quand on dit ça va pas, parce qu'on sent presque un peu la responsabilité d'aider notre ami, mais finalement on sait pas comment, parce qu'on n'a pas vraiment on n'est pas psychologue, on n'a pas les clés finalement, et que parfois ça fait, comme tu disais, ça fait peur parce qu'on se dit ok, maintenant on a reçu l'info, on sait que notre ami va mal et comment est-ce qu'on doit réagir, et finalement ça demande des efforts, et c'est aussi fatigant pour un ami d'essayer de soutenir un autre de ses amis en lui disant ça va aller et tout, et d'essayer de trouver des pistes pour le faire avancer quand... Et ça peut même, je trouve, aussi parfois détendre sur la personne, et finalement avoir dans son entourage tout le temps quelqu'un qui est mal ou qui commence, qui est mal, qui l'exprime et qui nous demande de l'aide, finalement ça peut aussi détendre sur nous, et nous on se dit en fait c'est vrai que être traîné tout le temps avec la même personne qui est mal, on commence à être un peu mal et tout, donc c'est ça qui est dangereux aussi, dangereux, en tout cas compliqué à gérer, quoi, je trouve. Il faut savoir relayer, et c'est compliqué de relayer, parce que moi je me vois pas dire à mon ami qui est en face de moi, me dit ça va pas trop, je me vois pas lui dire écoute, je suis pas apte à recevoir ton information, va voir ailleurs. C'est ça. Au contraire, je vais dire vas-y, tu peux me raconter, mais je te garantis pas d'apporter l'aide dont tu as besoin. Si vraiment ça va pas et que tu as besoin d'énormément d'aide, là tu peux consulter, il y a plein de structures qui existent, limite gratuites, pour parler. Notre rôle d'amis, on n'est pas psy, on n'est pas thérapeute, on peut aider et apporter du soutien, mais
Le reste, c'est pas à nous de gérer, quoi. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, que pouvoir renvoyer vers des personnes aussi compétentes, parce que c'est le métier, c'est super important. Donc voilà. Mais malheureusement, on va devoir arrêter de débattre sur cette séquence parce que vraiment, on arrive à la fin de l'émission. Donc on va maintenant passer à notre toute dernière petite séquence et puis il faudra déjà se dire au revoir. Et donc on va passer maintenant à la séquence qui s'appelle le What's Next. Alors, donc le What's Next, ça consiste en... On explique chacun une petite initiative, normalement, c'est ça qu'on fait, où on dit un truc on dit quelque chose de bien ou quelque chose vers qui on peut renvoyer, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on va tout autour de la table parler d'une œuvre, que ce soit un film ou quoi, ou d'une activité qui nous fait ressentir une émotion forte ou qui nous permet de mieux gérer une telle émotion. Donc, on va faire le petit tour. Et je ne sais plus trop qui devait commencer, d'après nos petits... Voilà, mais est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Clara Moi, je vais parler un peu de Scanner, d'ailleurs, parce que c'est une activité que j'ai pu faire avec Scanner. Ok. Donc, ils nous proposent souvent une sortie cinéma ou balade ou peu importe. Là, en l'occurrence, c'était cinéma. On a été voir L'Attachement. C'est un film qui raconte l'histoire d'une petite famille, une maman, un papa, un enfant... la maman va accoucher et elle dépose l'enfant chez la voisine qui s'appelle Sandra. À partir de ce moment-là, elle se dit oulala, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ils sont pas super proches, donc elle comprend pas vraiment le principe. La maman va malheureusement, sans spoil, c'est dans la bande-annonce, décéder lors de l'accouchement et elle va se retrouver à aider le papa, à le soutenir dans ses tâches de papa solo maintenant, avec 2 enfants en bas âge en plus de ça. Ça va vraiment... et elle va aider à affronter son deuil, elle va rentrer dans la famille, ça va être une personne à part entière, il y aura plein de péripéties et le film m'a beaucoup touchée, c'est pour ça que j'en parle. Comme je disais à Bruno en sortie de cinéma, j'ai autant ri que pleuré et il est vraiment magnifique et sympa à voir. Ouais, je te rejoins vraiment, j'ai eu l'occasion de voir le film, pas avec Scanner parce que j'étais occupée ce jour-là, mais j'ai eu l'occasion de le voir et c'est vrai que c'est un super beau film. Donc, Mais maintenant, je vais poser la même question à Joudia. Est-ce que tu peux nous dire, toi c'est une activité, c'est ça dont tu veux nous parler? Exactement, oui. J'en ai un petit peu parlé auparavant, mais on revient aux sources. Pour moi, c'est l'écriture. Je pense que rien que le fait que lorsque j'ai une émotion, qu'elle soit positive ou négative, je la transmette sur le papier, ça me permet de la relativiser, de la voir sur un autre point de vue. C'est comme si je sortais l'émotion que j'avais en moi, qui était sur le papier, quand je la lisais ou quand je relisais. C'était autrement. Et je pouvais le voir du point de vue extérieur, comme si c'était quelqu'un d'autre qui me disait. Et je pense que malheureusement, l'écriture, il n'y a pas grand monde qui le fait. Et c'est quelque chose de super important. Ça peut aider des personnes qui ne savaient même pas que ça pouvait les aider. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment par hasard. Je m'ennuyais dans un cours, je pense que c'était allemand si je me souviens bien. Et j'avais écrit, puis en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, matin, midi, soir, je ne vis que pour l'écriture. Wow. C'est vrai que c'est notamment pour ça, alors que j'imagine que tu es chez Scanner, vu que chez Scanner, l'écriture est quand même une grande part de... C'est le fil rouge. C'est ça, de notre identité, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est vraiment le fil rouge, donc voilà. Mais Romane, est-ce que tu veux nous faire part d'une activité ou d'une œuvre qui te fait ressentir des émotions? Oui, alors moi, j'ai pas vraiment choisi une œuvre parce que j'aurais eu du mal à choisir. Enfin, voilà, bref. Donc, j'ai décidé de parler d'une activité que j'adore et que je pratique pas mal. C'est la photographie. Et je trouve que justement, la photographie, moi, ça me permet justement de on va dire, libérer les émotions aussi que j'ai en trop. Ça me permet d'un peu, quand j'ai des problèmes ou quand j'ai beaucoup de choses en tête, je prends mon appareil photo et je vais un peu, soit en ville, soit peu importe, dans la nature, etc. Et je vais me promener et je prends le temps de me focaliser sur les choses qui m'entourent pour les photographier et tout. Et du coup, ça me permet de m'évader. Je pense plus trop à tous mes soucis et tout. Et même... moi, j'aime bien, Emma, elle a déjà pu l'expérimenter vu qu'elle voit bien que j'ai souvent mon appareil photo et que je prends souvent des photos, mais même quand je suis avec d'autres personnes, j'aime bien prendre des photos d'elles et après leur montrer et après voir aussi justement leur rire surpris ou leur rire joyeux à l'idée de voir les photos que j'ai faites. Donc franchement, moi, je trouve que c'est un bon moyen de sortir toutes les émotions et justement d'être un peu dans sa bulle, d'être focalisé sur ce qu'on a envie de faire, de regarder, de prendre le temps de voir ce qu'il y a autour de nous. Donc moi en tout cas, ça marche à tous les coups. Quand j'ai mon petit appareil photo, je suis tranquille, je suis bien. Et voilà, ça me permet de m'évader. Et je suis toujours heureuse chaque fois quand je vois aussi les résultats de mes photos, je me sens trop bien. Ah, trop cool ça, franchement. Et moi j'ai décidé de
de le faire aussi parce qu'il n'y a pas de raison que je le fasse pas quand même. Et donc, moi, pour une question d'œuvre ou qui me fait ressentir des émotions, bah, je sais pas. Je me souviens quand j'étais petite, j'ai déjà pleuré devant des films comme Nos étoiles contraires ou le très émouvant The Amazing Spider-Man 2, oulala. Mais sinon, moi, je pense que en fait, j'ai pas vraiment. Les œuvres, c'est pas vraiment le contenu qui me fait ressentir des émotions fortes, mais c'est plutôt, je dirais, l'histoire qui se rapporte à cette œuvre. Par exemple, il y a la chanson. À nos souvenirs des 3 cafés gourmands où ça c'est vraiment la chanson de mes rétos en fait, c'est vraiment la chanson qu'on a chantée à notre dernier festival réto, donc ça je peux pas, il y a toujours un petit peu de nostalgie quand je l'entends, où il y a des chansons en karaoké, quand je me souviens des bons moments que j'ai pu passer avec mes amis, donc moi c'est vraiment plus l'histoire qui se rapporte à une musique ou à un film plutôt que le contenu même, et donc voilà, j'ai un peu de nostalgie mais j'ai aussi beaucoup de joie quand je repense à tout ça, donc voilà, moi je dirais que c'est ça mon œuvre, on va dire, qui me fait ressentir des émotions. C'est une très chouette chanson. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, c'est cool, comme ça on voit qu'on a tous aussi un peu une façon de gérer nos émotions de manière différente, donc c'est cool, tout se complète bien. Donc, ouais, c'est bien vrai. Bon, maintenant il est temps de clôturer cette émission, on est vraiment passé par un tas d'émotions. Et je pense que je peux dire au nom de toute l'équipe que ça a été un plaisir de faire cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur Vedia, sur Ovio et également sur YouTube. Et puis si vous avez aimé qu'on traite de ce sujet des émotions, n'hésitez pas à le retrouver en radio ce mois-ci. Et puis vous pouvez retrouver Scanner à tout moment sur nos réseaux sociaux et également sur notre site internet, donc sur www.scan-r.be. Et donc on ne se revoit pas le mois prochain parce qu'en juillet on prend des bonnes petites vacances bien méritées, mais on se retrouve en août sans faute. Et moi je vous dis au revoir.